aujourd'hui, je voudrais vous donner, à vous mes abonnés, donc des clés pour rester optimiste malgré les difficultés. Et pour ce faire, j'ai donc invité le professionnel de l'optimisme, Michel Poulart. Poulart, on dit Poulart Poulart. Poulart. Et donc, Michel a dédié toute sa carrière à l'optimisme depuis 2006. Et pour moi, l'optimisme, c'est un secret du bonheur. C'est quelque chose qu'il faut transmettre aux enfants. C'est pour ça que j'interviewe Michel aujourd'hui. Et je pense que la carrière de Michel est ancrée dans son enfance. Et c'est ce que je voudrais lui faire exprimer aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper, mais on va voir la surprise. J'espère aussi. Merci pour cet accueil, Hélène. Merci beaucoup de m'inviter. Je tiens juste à préciser, je n'ai pas consacré toute ma carrière à parler d'optimisme parce que ma carrière est construite de différentes étapes, des étapes de vie. Mais j'ai été pendant une vingtaine d'années commercial, donc j'ai été commercial à l'international. Et si aujourd'hui, depuis maintenant 2005, effectivement, je donne des conférences sur le sujet de l'optimisme, c'est parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres? Qu'est-ce qui fait que tes résultats sont différents? Le regard des autres. Beaucoup de gens me disent souvent, mais tu réussis tout ce que tu entreprends, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Vu de l'extérieur, je réussis ce que j'entreprends, mais j'ai raté beaucoup de choses aussi. Et en fait, en faisant à un moment donné le point sur ma vie, je me suis dit, quelle est la plus grande force que j'ai en moi qui fait que je suis peut-être différent des autres, pas peut-être, mais c'est ce que les autres disent certainement, c'est le fait d'être optimiste. Et j'ai essayé de comprendre la mécanique de l'optimisme. J'ai découvert qu'il y avait des études, des recherches de psychologie sociale, mais également de neurologie, mais également d'ADN. Est-ce que l'ADN est en nous? Est-ce que l'optimisme est en nous ou pas? Et donc, en faisant toutes ces recherches, j'ai eu envie de les partager et d'en faire des conférences humoristiques, des conférences corporate en entreprise. Et aujourd'hui, je donne une centaine de conférences par an, enfin en tout cas avant le Covid, je donne une centaine de conférences par an dans le cadre d'entreprises où je motive et j'encourage les collaborateurs à développer ce mindset optimiste. Oui, on en a plus que jamais besoin. Comment vous définiriez l'optimisme, Michel? L'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et une attitude qui permet d'appréhender les difficultés et les inattendus de la vie de façon positive et active. C'est-à-dire que pour éviter de rentrer dans le cliché de l'optimiste, beaucoup de gens pensent qu'être optimiste, c'est être doux rêveur et que c'est très péjoratif. Or, rien n'est plus faux. Un optimiste est une personnalité de l'action. C'est-à-dire qu'il est, comme tous les autres, sujet à l'échec, à la déception, à la trahison. Il en a conscience, c'est ça aussi. Les optimismes ne sont pas dans le déni. Ils ont conscience de l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais ils décident de ne pas s'attarder sur ce qui est négatif et veulent plutôt construire. Donc les optimistes sont plutôt en permanence à la recherche de solutions, d'idées, d'actions, de dons, de rire aussi, parce qu'il n'y a pas d'optimiste sans humour. Et donc, l'optimisme est un état d'esprit de l'action. Et si parfois on a tendance à confondre l'optimisme avec le réalisme, ça aussi c'est très franco-français. Bien souvent, les Français vous diront oui, mais moi je suis réaliste. Et puis quand on vous explique leur réalisme, c'est du pessimisme tout simplement. Donc le pessimisme, c'est pareil, c'est un état d'esprit, mais qui s'attarde sur le négatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne avec des filtres et que nous sommes en permanence en train d'interpréter notre environnement. Et que cette interprétation, c'est plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, mais le réalisme, nous sommes incapables d'être réalistes en permanence. Nous sommes incapables de faire preuve de réalisme en permanence. Nous sommes tout le temps, au travers de nos émotions, de notre état de fatigue, de notre culture, de notre religion peut-être aussi, en permanence, le cerveau filtre ce que nous vivons autour de nous. Et ce filtre, ça s'appelle optimisme ou pessimisme, par exemple. Voilà. Oui, et justement, donc, quand on est parent, je sais que vous êtes parent aussi, Michel, en général, notre rêve, c'est de rendre notre enfant heureux, de lui apprendre à être heureux, et ça commence dès l'enfance. Alors, est-ce que vous auriez des astuces, des choses concrètes à transmettre à un enfant, déjà peut-être à se transmettre à soi-même pour apprendre soi-même à être optimiste, et je pense que l'optimisme et le bonheur, c'est lié, à soi-même et à l'enfant? 2 ou 3 astuces concrètes. Alors,
c'est bien simple. La première chose que, alors moi j'ai un enfant de 3 ans maintenant, et la première chose que je trouve importante, c'est de ne pas tomber dans le piège de penser que l'enfant est trop petit pour apprendre quelque chose. Mm. Un enfant n'est jamais trop petit pour apprendre à être optimiste. Un enfant n'est jamais trop petit pour apprendre à sourire. Un enfant n'est jamais trop petit pour apprendre la notion du c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai réussi, et je m'en félicite, j'ai réussi à inculquer à mon fils de 3 ans la notion de c'est pas grave. Donc, face à ce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans peut éprouver, c'est de le consoler en lui disant que c'est pas grave. Et ça aussi, c'est une vision très optimiste. Et aujourd'hui, mon fils dit à tout bout de champ, c'est pas grave maintenant. Donc parfois, je lui dis, bon, attends, ça en revanche, c'est grave. Mais il connaît déjà cette notion du c'est pas grave. La notion de essaye encore une fois. Donc, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, dès le plus jeune âge, apprendre à nos enfants que si les choses ne sont pas graves, on peut réessayer, retente. Quand il tombe, eh bien maintenant, spontanément, il me dit réessaye. Et parfois, je le surprends à moi-même me dire mais c'est pas grave, papa, essaye encore une fois. Et je pense que déjà, du haut de 3 ans, si vos enfants commencent à dire ça, vous avez déjà remporté pas mal de choses par rapport aux difficultés de la vie. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose qui est important et j'espère que ça peut inspirer ceux qui nous regardent en ce moment. Ensuite, deuxième bonne pratique, je vais parler de bonne pratique, alors en tout cas c'est une bonne pratique pour moi, il n'y a pas d'école de parents, il n'y a aucune règle qui fait qu'un parent est parfait, mais c'est d'apprendre à mon fils d'exprimer ce qu'il ressent. Voilà, les enfants ont plutôt tendance, quand ils s'énervent, ils jettent le jouet par terre ou ils se vautrent par terre comme tout enfant. Il est à plat ventre par terre en train de crier et je le prends et j'essaie de le calmer en disant « parle ». Et d'ailleurs, le verbe, il le connaît maintenant, c'est « parle-moi »,« dis-moi », ne crie pas. Donc, c'est apprendre à accepter ses émotions, mais surtout à exprimer ses émotions. Et je pense que là aussi, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à ses enfants à exprimer ses émotions plutôt que de rentrer dans la colère, dans des cris ou dans des pleurs. Et aujourd'hui, de plus en plus facilement, j'arrive à lui dire, et en tout cas à lui faire comprendre qu'il faut me parler plutôt que de pleurer. Oui. Donc, voilà, 3 astuces très concrètes, hein. La première, donc, c'était… la deuxième, c'était c'est pas grave. La première, c'était… ah oui, essaye encore une fois. Et la troisième, donc, parle. Donc, c'est vraiment des astuces simples, concrètes qu'on peut mettre en pratique tout de suite et qui donnent des outils à l'enfant pour être aussi un gagnant, quoi, pour pas rester dans l'échec, pour aller de l'avant, pour pas subir les choses. Ma vision de parent, c'est de doter mon fils des armes nécessaires pour avancer dans un monde qui parfois est bien cruel ou bien injuste. Moi, mon objectif, c'est de le rendre autonome dans tous les sens du terme. L'autonomie, pour moi, est quelque chose de très important. L'autonomie, ça commence aussi par comprendre pourquoi certaines choses ne sont pas bien ou pourquoi certaines choses ne doivent pas être faites. L'autonomie émotionnelle également. Voilà, aujourd'hui, quand je vois mon fils essayer de consoler d'autres enfants qui pleurent et que je le vois qu'il le prenne dans ses bras, je me dis, ça y est, il a déjà compris quelque chose. Donc, faire en sorte que nos enfants deviennent autonomes et responsables de leurs choix, responsables de l'interprétation qu'ils font de leurs émotions, pour moi, c'est une arme importante pour rentrer dans le monde quand ils seront déjà beaucoup plus grands. Oui, c'est vraiment pas mal. Ouais, l'autonomie, de les rendre acteurs et plutôt que qui subissent les choses. Aujourd'hui, il y a certaines idées qui circulent où on pense à un tel est victime parce qu'il a tel désavantage, l'autre est victime parce que sa couleur de peau, etc. Et je pense qu'en tant qu'enfant, en tant que parent, c'est très important de transmettre justement, de donner des armes, confiance en eux et de pas jouer la victime en fait, d'être autonome comme votre fils. Je pense que c'est un grand tort de la société, c'est de se victimiser. Il y a énormément de gens qui se victimisent et se complaisent dans cette victimisation. Alors certes, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais quand on est optimiste, quand on sait que ce n'est pas notre faute, parfois on doit subir, hein, on n'est pas toujours responsable d'une maladie, on n'est pas responsable d'un accident de la route, on n'est pas responsable de ce que d'autres peuvent nous faire subir, on n'est pas responsable du choix des autres, et parfois on subit le choix des autres, mais on est responsable de ce qu'on va en faire. Donc, si je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable de ce que j'en fais. Et ça, pour moi, c'est une autonomie importante. Et la victimisation, pour moi, est le plus grand danger dans un comportement ou dans la vie, c'est que les gens se victimisent et
se dire c'est pas ma faute et de s'arrêter là, pour moi, est un grand danger et ça porte préjudice au reste de votre histoire. Alors, si c'est pas votre faute, c'est peut-être vrai, mais en revanche, ce que vous en faites, c'est de votre ressort. Et il y a des gens qui alimentent cette victimisation et qui quelque part, trouvent des excuses pour ne pas passer à l'action, trouvent des excuses pour ne pas aller plus loin, trouvent des excuses pour ne pas changer, trouvent des excuses pour ne pas faire un pas de plus, parce que c'est tellement plus facile de faire la victime que d'être responsable de sa vie. Mais néanmoins, c'est tellement plus intéressant d'être responsable de sa vie. Oui, c'est vrai, faire de la victime, je crois que c'est la source de beaucoup de maux, de dépression, même ça peut aller très loin. D'ailleurs, c'est vraiment au cœur de. Ben, moi, je pratique une méthode de Qigong chinois, une gymnastique chinoise qui est basée sur vérité, bonté, patience. Ça s'appelle Falun Dafa. Et justement, la clé, c'est ce que j'ai appris dans aucune autre méthode, c'est que c'est jamais de jamais accuser les autres pour ce qui nous arrive, mais de toujours ce qu'on dit, nous, dans la culture chinoise, chercher à l'intérieur, c'est-à-dire trouver la clé à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui n'est pas encore aligné avec vérité, bonté, patience, qui fait que j'ai eu ce problème-là? Qu'est-ce que je peux changer, comme vous dites? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça ne recommence pas? Et en fait, c'est une arme, enfin une arme, entre guillemets, pacifique, très puissante, puisqu'elle permet de résoudre quasiment tous les problèmes et surtout d'accéder à plus de liberté de pensée, de plus être soumis aux autres et de plus être esclave des autres ou des événements. Et ça donne une énorme liberté dans le cœur et dans l'esprit. C'est ce que j'ai vécu en tout cas. Et ouais, je crois que c'est la base de tout travail de développement personnel, mais peut-être on n'insiste pas souvent assez, le fait de se changer soi-même. Pour changer l'extérieur, il faut d'abord se changer soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait miroiter beaucoup aux jeunes, ah, vous allez changer le monde, ah, tu peux faire changer le monde, tu peux lutter contre le développement climatique. Alors que, bien sûr, c'est bien, c'est vouloir penser aux autres, à la planète, mais ça commence par se changer soi-même. Et ça, en tout cas, moi, j'essaie de le transmettre à mes enfants. Et c'est selon moi une clé du bonheur. Donc, c'est vraiment bien que vous en ayez parlé. Ça, en tout cas, ça fait écho en moi. La responsabilité et la responsabilisation sont deux autres maîtres mots qui, pour moi, sont importants. On est responsable de notre vie, quoi qu'il arrive. Et on a beau effectivement s'extasier devant des citations totalement inspirantes de gens qui ont vécu des événements de vie épouvantables et arrivent à vous dire que la vie est belle, mais ça commence aussi par nous. Donc oui, on ne peut pas apprendre à nos enfants ce que nous-mêmes nous n'appliquons pas, parce qu'en plus les enfants, on ne les berne pas, ils sont de très bons observateurs, ils ont les oreilles partout et les yeux ouverts partout, et ils sont souvent aussi le reflet de ce que l'on est. Et ça aussi, c'est une donnée importante. Donc vivez ce que vous dites et dites ce que vous vivez, c'est super important. Et surtout, vivez votre vie en responsable. Vous êtes responsable de la qualité de la vie que vous avez. Et si la qualité de vie ne vous convient pas, faites quelque chose. Faites quelque chose. Voilà. Et beaucoup trop de gens ne font rien, justement, que se plaindre. Oui, c'est vrai. C'est très bien, Michel. Ça m'amène à la question suivante qui va vous ramener dans l'enfance, si vous voulez bien. Est-ce que vous pourriez me dire les meilleures choses que vos parents vous ont transmises, qui vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui? Alors, j'en aurais pas que trois, j'en aurais beaucoup plus, mais je vais me contenter de trois parce que j'ai eu une enfance paradoxale, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance où j'avais un père extrêmement sévère et strict et qui avait la main légère, pour le dire ainsi. Donc, effectivement, je fais partie de ces enfants qui ont eu une éducation très, très sévère et je connais les mains de mon père, aussi bien à l'avant que derrière. Néanmoins, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu une éducation paradoxale, malgré ça, de l'autre côté, je savais qu'ils m'aimaient et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'ils m'ont donné ce qu'ils avaient, comme ils avaient. Et ça ne remet pas en question l'amour qu'ils avaient pour moi, c'est juste cette maladresse qu'ils avaient et ils ne savaient pas mieux puisque eux-mêmes étaient des enfants battus. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire la paix avec ça aussi. La meilleure chose qu'ils aient pu me donner, c'est effectivement me transmettre l'optimisme, l'humour et le respect des autres. Et voilà, c'est les choses qui me viennent spontanément à cette question-là, parce que l'optimisme, aujourd'hui, j'en ai fait une profession, ça me permet de voir le monde de façon plus constructive. L'humour me permet de dédramatiser, mais de créer des liens avec les autres, et puis c'est bon pour la santé. Et le respect des autres, c'est toujours intéressant parce que on n'est pas seul au monde, c'est toujours bon de penser aux autres, sans s'oublier soi-même, bien entendu, mais c'est selon moi les trois meilleures choses qu'ils ont pu m'apprendre parmi tant d'autres.
Ah oui, c'est très beau, c'est très philosophique. Et pour être sincère, une erreur peut-être aussi, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ça vous a créé des problèmes, vous avez vraiment dû beaucoup travailler pour le dépasser. Mais des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Enfin, J'ai fait beaucoup d'erreurs. vos parents Ah, sont mes souvent parents. sur vous, Ouais, ouais. en fait, oui, mais mes parents ont fait des erreurs, bien entendu, et aujourd'hui, ils en parleraient ouvertement, je le sais. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, pareil, c'est le travail que j'ai fait dessus, Mm. c'est quel est le sens que j'ai donné à ces erreurs. Est-ce que, à nouveau, c'est ce regard optimiste, c'est est-ce que j'ai envie de retenir, alors sans être dans le déni, puisque je vous le dis, j'ai été un enfant battu, hein, donc je le dis ouvertement et sans fausse, sans fausse, comment dire, sans fausse pudeur. Euh, ces erreurs-là, moi, j'ai dû faire la paix avec. Donc, c'est un travail qui n'était pas sur leurs épaules, mais sur les miennes. Mm. Et ce travail, je l'ai fait parce que j'ai décidé de garder ce qui est de mieux. Et la relation que j'avais avec mes parents aujourd'hui s'est améliorée. Mes parents se sont rendus compte aussi que leur système d'éducation n'était pas le bon. Donc, eux-mêmes, ils ont fait un mea culpa, forcément. Mais c'est moi qui ai mis tout ça à sa place pour que moi-même, je puisse vivre en paix avec ça. Mm. D'accord, ça répond bien à ma question. Et alors, pour avancer, les meilleures choses que vous voulez absolument transmettre à votre enfant. Ben, l'optimisme, ça vous l'aurez deviné. Mm. Parce que pour moi, cet état d'esprit optimiste découle beaucoup de comportements. Quand on est optimiste, on a plutôt tendance à être heureux, on a plutôt tendance à rire, on a plutôt tendance à pardonner, on a plutôt tendance à agir, on a plutôt tendance à, quand on échoue, eh bien, on se dit, ben, on réessaye, on y va. Et moi, j'ai envie de dire, si je n'avais qu'une seule chose à donner à mon fils et à retenir, c'est qu'il soit un optimiste réaliste, conscient du monde qui l'entoure, mais qu'il ait envie de transformer tout ça à son avantage ou aux avantages des autres. Donc, pour moi, l'optimisme, c'est la clé de ma vie et ça deviendra probablement celle de mon fils. Mm. Et une erreur aussi que vous auriez faite et que vous regrettez, Que moi, j'aurais fait tous mes parents. vous avec votre enfant. Je ne fais pas d'erreur avec mon fils. Je suis un père parfait. C'est peut-être pas à vous que je dois demander ça. Alors non, non, je suis vraiment un papa gâteau. Je passe énormément de temps avec mon fils, donc je suis vraiment très très présent dans sa vie. Tous les soirs, je le couche, je lui raconte une histoire, etc. Les erreurs que je fais, je ne sais pas encore. Mais honnêtement, je dois en faire, mais seul l'avenir me dira où c'est que j'ai fait une erreur, parce que je suis en paix et en phase avec l'éducation que je donne avec mon fils. Je pense lui donner ce dont il a besoin. Euh, Honnêtement, c'est sans aucune prétention. Je pense qu'être un parent normal qui pense donner la meilleure éducation à son fils. Et si j'ai un soupçon de faire quelque chose de travers, j'aime tellement mon fils que j'aurais envie de le corriger le plus vite possible. Donc peut-être que d'autres pourraient vous dire ce que je fais de mauvais, mais en tout cas, c'est très difficile de répondre objectivement à cette question parce qu'à mes yeux, je pense donner une bonne éducation à mon fils. Ouais. J'arrive pas à répondre. Le gâter trop peut-être parfois si on leur donne trop de choses matérielles, bien sûr. Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est que le gâter trop, ah, c'est quoi le gâter? Mm. Elle est où la ligne du je gâte trop mon fils? Est-ce que être présent, c'est le gâter? Est-ce que être gentil avec lui, c'est le gâter? Je ne sais pas. En revanche, on peut pourrir un enfant en lui donnant tout ce qu'il veut, alors que c'est au-delà du raisonnable. Donc, j'apprends à mon fils aussi, par exemple, ce que veut dire non. Et quand on va dans un centre commercial, et ça aussi c'est quelque chose que je lui ai appris à regarder des jouets sans pour autant devoir le vouloir et le prendre avec soi. Donc, je peux aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui encore, au bout de ces 3 ans, aller dans un rayon jouet. Il peut avoir envie de regarder un jouet, on le regarde, mais il ne va pas expressément demander de l'acheter ou me faire un scandale pour l'acheter. Si je lui dis, OK, maintenant, je le dépose parce que je lui ai appris qu'on ne pouvait pas tout acheter. Donc, je pense que même dans ce sens-là, je ne le pourris pas, je pense. Alors, il y a peut-être une réflexion que j'ai eue avec le médecin récemment. Le médecin m'a dit, il serait peut-être temps que vous ne le parliez plus comme un bébé. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est le médecin qui m'a dit. Et ça m'a vexé. Ça m'a vexé parce qu'à mes yeux, je ne lui parle pas comme un bébé. À mes yeux, je lui parle avec beaucoup de tendresse et amour. Mais avec son regard externe, il a 3 ans maintenant, il faudrait que vous lui parliez plus sérieusement. Et à mes yeux, je ne lui parle pas comme un bébé, mais je lui parle comme un père qui adore son fils et je lui parle avec tendresse.
Elle est où la vérité? J'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a blessé quand il a dit ça, parce que moi, j'avais l'impression de parler avec mon fils avec beaucoup d'amour. Et le médecin m'a dit, non, non, vous lui parlez comme un bébé. Voilà. Ouais, ça c'est un jugement ouais, très très subjectif. Qui a raison, qui a tort, c'est pas facile de savoir. Et puis pour conclure, Michel, une leçon que vous auriez tirée de votre travail et qui vous sert dans l'éducation de votre enfant. Une leçon que j'aurais tirée de mon travail et qui sert de leçon pour mon fils, il y en a plus qu'une, il y en a plusieurs, mais Vous avez été commercial, je sais que c'est un métier, moi je l'étais oui, aussi, et où on apprend énormément de choses au niveau humain. oui. En fait, je pense que et ça anime ma vie et c'est quelque chose que j'aimerais donner à mon fils, c'est d'éviter d'être dans l'aigreur. C'est-à-dire que quand on a des coups durs à répétition et surtout quand on fait une activité commerciale, c'est un métier qui probablement est l'un des plus difficiles qui existent. Être commercial, on fait face à plein de refus, on fait face à des mécontentements. Il n'y a pas que des clients contents, il n'y a pas que des clients gentils, on fait face à des portes fermées. C'est assez challengeant comme métier. On donne beaucoup et on ne reçoit pas beaucoup en retour en tout cas, c'est d'éviter d'être aigri parce que l'aigreur va pourrir le reste de son comportement. J'ai été déçu dans la vie par beaucoup de gens. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup et je fais partie de ces gens qui, après avoir donné, eh bien, ces gens-là me tournent le dos, voire même me plantent des couteaux dans le dos. On pourrait me dire, mais tu n'apprends pas de tes leçons. Si, si, j'en ai bien conscience, mais je ne veux pas être dans l'aigreur. Je veux continuer à être généreux, à donner. Et c'est ce que j'ai envie d'apprendre à mon fils, c'est de pouvoir faire effectivement avec beaucoup d'équilibre le distinguo entre les gens qui abusent de sa gentillesse ou de sa bonté ou de le faire avec conscience. Voilà, je pense que c'est ça, c'est être généreux avec conscience. Voilà, peut-être. Ouais, c'est une très belle leçon. C'est une très très belle leçon. Et donc pour conclure, je voudrais que vous me disiez, Michel, aujourd'hui, j'ai vu que vous avez fait une semaine de l'audace, ou je ne sais plus quel était le mot. La semaine du rebond. Avec ma compagne, nous avons créé ensemble la semaine du rebond et pendant une semaine, on a diffusé des entretiens. Nous avons fait des émissions avec 18 personnalités issues de différents univers et on a effectivement mis en avant la notion de rebondir face à l'échec, effectivement. Donc en fait, on s'abonne et on regarde des vidéos pour s'inspirer, pour trouver les... Oui, C'est ça? effectivement, vous allez sur la semaine du rebond.com, vous allez voir sur le site, il y a effectivement toutes les interventions, vous pouvez vous inscrire, il y a une communauté des rebondissants qui est en train de se mettre en place parce que suite à cet événement-là, on s'y attendait vraiment pas. Ça, on a eu plus de 1500 inscriptions pour une première édition, ce qui est quand même considérable pour une première édition, et énormément de retours très très positifs. Et du coup, les gens se sentaient un petit peu démunis au bout de cette semaine. On veut continuer à faire quelque chose, et on est en train de développer avec Anne une communauté de rebondissants dans laquelle on va pouvoir continuer à donner du contenu et surtout motiver, encourager, apporter des solutions, des outils pour ceux qui le veulent, effectivement. Oui, j'ai vu ce magnifique projet. Je ne savais pas que ça allait si loin et qu'il y avait une suite. Et je crois aussi que vous enseignez à d'autres personnes comment être eux-mêmes conférenciers, c'est ça? Oui. J'ai fondé une école qui s'appelle l'école de conférenciers professionnels. Hein. Je donne des conférences maintenant depuis plus de 15 ans. J'ai donné un millier de conférences et de discours et beaucoup de gens venaient vers moi pour que je les coach, que je les forme, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu tellement de gens qui sont venus, je me dis ben, pourquoi pas créer une école? Et j'ai créé une école qui apprend à ceux qui veulent à devenir conférenciers. Je vous apprends et je vous guide à écrire votre conférence, à donner votre conférence, à quoi penser, que faire, ne pas faire, où vendre vos conférences, comment les vendre. Voilà, c'est une vraie école dans laquelle je vous apprends ce métier-là, parce que c'est un vrai métier à part entière, avec ses complexités, avec ses difficultés, mais également ses avantages. Oui, et donc où on va pour rentrer dans cette école ou comment ça marche? C'est simple, écoledeconférencier.com, voilà. D'accord, Vous allez sur super, Google, vous mettez école de conférencier, vous tombez sur mon école. formidable. Voilà, contente de vous connaître et contente Au de plaisir. faire la promotion aussi de ce que vous faites. C'est apporter du bien aux autres et c'est ce qui me motive moi aussi à faire ce blog Éduquer avec sagesse. Ah ben super, continuez, ne lâchez rien, continuez à faire ce que vous faites parce que, mis bout à bout, si tous les gens faisaient autant de bien que vous n'en faites, eh bien, le monde serait différent dès demain. Donc, allez-y, foncez. On a la même philosophie et peut-être on se recroisera, on verra. Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre temps, Michel.